Mesdames et messieurs, bonjour. Juillet 2011, Avignon, un spectacle très attendu qui risque, avant même d'être présenté, de susciter les foudres des partisans de la sacralisation des textes théâtraux et, d'autre part, d'enthousiasmer les partisans d'un théâtre libre, d'un théâtre provocateur, d'un théâtre qui puisse aller au-delà des bienséances. Il s'agit du spectacle proposé par Vincent Macaigne, à savoir « Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre », adaptation libre d'une pièce de Shakespeare, Hamlet. Alors, comme d'habitude, je vous propose dans un premier temps de voir déjà les sources de cette pièce Hamlet, cette pièce de Shakespeare, dont s'est inspiré aussi Vincent Macaigne pour sa propre mise en scène, pour ensuite voir dans un deuxième temps le parcours de Vincent Macaigne, la distribution et la scénographie, et enfin, je vous donnerai quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle avec vos élèves. Ainsi, je vous propose tout d'abord un retour aux sources pour comprendre le mythe d'Hamlet et en même temps saisir aussi ce que Shakespeare et Vincent Macaigne, par extension, a pu apporter au mythe fondateur. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argument de l'œuvre provient d'un ouvrage de contes nordiques publié fin XIIe siècle de Saxo Grammaticus et intitulé Danorum Regum Historiae. Alors, le récit initial est très simple, hein, vous allez voir le parallèle ensuite avec l'Hamlet de Shakespeare. Il s'agit donc du meurtre du guerrier Ordenville par Feng, son propre frère, lequel épouse ensuite la veuve Geruta. Évidemment, le fils de la victime, Hamlet, A-M-L-E-T pour ce cas précisément, simule la folie pour assouvir sa vengeance. Alors, ce qu'il faut peut-être dire aussi de ce récit initial, c'est qu'il s'appuie sur la violence sans jamais s'attarder réellement sur les cas de conscience, sur les remords des différents personnages. Donc, c'est vraiment une tragédie de la vengeance, une tragédie de violence, que Shakespeare a pu d'ailleurs connaître via les histoires tragiques de Belforest, qui est un auteur français qui avait déjà puisé lui-même chez Saxo Grammaticus. Ainsi, ce récit initial, cette tragédie de la vengeance, ensuite traduit par Belforest, est un texte qui va permettre à Shakespeare d'enrichir la matière, justement. C'est-à-dire qu'il va conserver, bien évidemment, tout ce qui est machination, tout ce qui est complot, et ajouter quelques ingrédients qui lui sont personnels, avec notamment l'apparition du spectre, qui n'est pas du tout dans la version première. C'est-à-dire que le spectre va cette fois permettre au spectateur d'affronter, justement, le crime, de voir l'assassinat par la victime, et en même temps de concrétiser un peu... de rendre palpable la vengeance à venir, la vengeance d'Hamlet, bien évidemment. Alors après ce premier retour aux sources, attachons-nous à la pièce de Shakespeare en tant que telle, puisqu'effectivement, voir le résumé de la pièce de Shakespeare, ou en même temps la faire lire vos élèves, peut permettre à chacun d'entrer dans l'univers de Vincent Macaigne en voyant justement cette différence entre le texte initial et la proposition faite par le metteur en scène. Alors, la pièce de Shakespeare est une tragédie en 5 actes. Elle a été représentée en 1600-1601 à peu près. Alors, il s'agit d'une pièce dans laquelle on va reprendre les éléments premiers donc, de la pièce de Saxo Grammaticus. Alors, nous avons le roi de Danemark qui était assassiné par son propre frère, Claudius. Ce dernier a usurpé le trône et épousé la veuve Gertrude. Mais le spectre du défunt roi se présente, apparaît sur les remparts de Elseneur et exige de son fils la vengeance. C'est-à-dire que donc le fantôme, le spectre d'Hamlet Ier, exige de son fils Hamlet de se venger en tuant Claudius, bien évidemment. Et c'est là que Hamlet, fils, va échafauder un plan de manière à pouvoir donner force à cette vengeance. Ainsi, Hamlet promet cette vengeance, mais le problème, c'est qu'il retarde sans cesse le moment de l'action. Alors, ce qu'il va faire pour pouvoir assouvir cette passion de la vengeance, c'est simuler la folie, afin qu'on ne soupçonne pas justement ses désirs, et il va, pour saisir la réalité du crime commis, proposer devant le roi Claudius une mise en scène du meurtre même de son propre père, ce qui fait que Claudius sera déstabilisé et Hamlet aura enfin la conviction que Claudius est effectivement l'assassin de son propre père. Quelques lignes sur l'argument de la pièce de Shakespeare vous étant donné, je vous propose maintenant une petite réflexion sur le personnage même d'Hamlet, personnage extrêmement complexe, vous en doutez bien. Alors, Hamlet, qui est ce personnage? Un personnage très singulier qui a pourtant fait couler beaucoup d'encre, hein, que ce soit dans la réflexion littéraire ou réflexion théâtrale. Alors, c'est un personnage qui a fait le serment de venger son père, comme je le disais précédemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que de ce fait, puisqu'il promet de venger son père devant le spectre, il exhorte le spectateur à lui faire confiance. C'est-à-dire que le spectateur
a confiance en ce personnage qui doit donc mener à bien cette mission. Pourtant, le spectateur sera évidemment déçu puisque l'action est en permanence retardée, parce que Hamlet est un personnage aussi très mélancolique, très psychologiquement assez instable, qui va simuler la folie, mais en même temps qui a beaucoup de doutes sur lui-même, qui va avoir aussi une fâcheuse tendance à proposer justement des monologues dans lesquels il va montrer les gouffres dans lesquels il se perd complètement. Et donc, tous ces éléments qui retardent l'action même de la vengeance, vont faire que le spectateur, à un moment donné, doit essayer de choisir et de voir si cet Hamlet est effectivement un héros ou pas. Ce n'est pas un héros qui va créer l'action, c'est un héros qui est soumis à l'action, qui va entrer dans le cours des événements et agir selon ce cours des événements. D'autre part, ce qui est intéressant aussi avec ce personnage qui est assez opaque, c'est le fait que justement, il suscite aussi la désapprobation, la déception du spectateur, ce qu'on appelle donc l'apatesse, pour le mot technique, si vous voulez étudier ça avec vos élèves, mais c'est le fait qu'il commet beaucoup d'actions complètement irréfléchies, qu'il tient des propos déconcertants. Et ce fait qu'à un moment donné, on ne sait plus comment saisir ce personnage, puisqu'il nous file entre les doigts. Et c'est aussi ça qui serait intéressant dans la pièce qui vous est proposée de Vincent Macaigne, puisque ce personnage traité de putain de dépressif va exploser sur scène de manière à redonner une force totale à la pièce même de Shakespeare. Après ce retour aux sources dans le mythe d'Hamlet qui a inspiré Shakespeare et ensuite la mise en scène de Vincent Macaigne, je vous propose quelques éléments concernant Vincent Macaigne, sa scénographie et la distribution. Alors, qui est ce metteur en scène, Vincent Macaigne, qui a osé adapter de nouveau une des pièces les plus montées de Shakespeare, à savoir le Hamlet? Alors, Vincent Macaigne est un artiste protéiforme qui s'intéresse aux différents arts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait ses études à l'Institut national des arts du spectacle de Bruxelles, en suivant les cours de la section réalisation, puis art de l'acteur. Après être passé par cet institut, il rejoint le Conservatoire national d'art dramatique de Paris, dans lequel il va suivre les cours de Claude Buchwald ou encore de Joël Joanneau. Alors, il joue tout d'abord avec de grands metteurs en scène, tels que Vincent Tavernier, Michel Didim ou encore Jean-Louis Martinelli, avant de mettre en scène lui-même Manque de Sarah Kane, puis de créer et de proposer des pièces telles que W, ou encore Requiem 3 en 2007 et L'Idiot en 2009. Alors, L'Idiot, qui est une adaptation libre du roman de Dostoïevski, et Requiem 3, qui évoque, vous allez voir encore une fois cette récurrence de thème chez Vincent Macaigne, qui évoque la lutte de deux frères pour le pouvoir. Ainsi, on voit bien l'esprit créateur de cet artiste qui va donc plus dans les différents arts, et notamment dans le cinéma, puisqu'il est aussi réalisateur de courts-métrages et de films. Alors, par ailleurs, si on devait caractériser le théâtre de Vincent Macaigne, nous dirions que c'est un théâtre qui se veut évidemment dérangeant, provocateur, un théâtre épique, qui va essayer de bousculer tous les codes, de manière à rendre compte des mythes bibliques, par exemple, dans lesquels il va puiser son inspiration, dans les mythes même littéraires, de manière à en rendre compte, à les réactualiser à notre époque, en nous les jetant en pleine face, en détruisant tous les carcans qui ont pu scléroser justement l'idée même des textes premiers, dans une sorte de mise en scène permanente dans laquelle le cri va permettre la mise en relief justement de la violence qui est étouffée dans l'esprit académique. Ainsi, ce n'est pas un théâtre de la réserve, mais un cri perçant qui va exploser les tympans en permanence. C'est un théâtre donc de l'explosion, un théâtre qui se donne plein les yeux, un théâtre polémique, un théâtre incarné. Vous allez voir à quel point son théâtre se caractérise par l'importance de la chair, par l'importance du corps, au détriment parfois du texte, qui passe, j'ai envie de dire, presque au second plan, pas tout le temps dans la mise en scène, mais qui souvent est en constante résistance justement face au corps qui se meuvent sur le plateau. Alors, si vous désirez d'ailleurs plus de renseignements sur ce metteur en scène Vincent Macaigne, vous pouvez très bien aller voir le site de sa compagnie qui figure donc sur l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent Macaigne est un metteur en scène qui n'envisage pas l'expression mise en scène, mais qui privilégie l'expression chantier collectif. Vous allez comprendre pourquoi dans le point qui va suivre, puisque nous allons traiter maintenant de la pièce Au moins j'aurais laissé un beau cadavre de Vincent Macaigne. Alors, comment expliquer l'entreprise de Vincent Macaigne lorsqu'il affronte la pièce de Shakespeare, Hamlet? Le nouveau titre, Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre. Alors, pour vous expliquer cela, je vais juste déjà vous lire un extrait de la note d'intention qui me paraît extrêmement clair concernant les intentions même, évidemment, du metteur en scène. Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre sera bien sûr l'histoire d'un poète, d'un homme de théâtre. Dans un monde où la chair et la violence sont recluses, qu'est-ce que l'absolu? Dans un théâtre fermé, qu'est-ce qu'un geste pulvérisateur? Nos interrogations seront parallèles. Un monde s'asphyxie et que fait l'art? Existe-t-il encore et comment? Nous ne voulons pas coller au texte de Shakespeare.
mais en révéler les puissances contradictoires. Quand le royaume étouffe, il n'y a pas d'autre choix pour la jeunesse que de s'exulter, pas d'autre choix pour Hamlet que de venir trouer ce qui l'entoure. Alors, on voit des expressions comme geste pulvérisateur, ou encore le verbe s'exulter témoignent parfaitement de l'intention qui porte la mise en scène proposée par Vincent Macaigne pour cet Hamlet artiste qui va effectivement exploser sur scène dans une scénographie très particulière que nous étudierons par la suite. Alors effectivement, vous allez voir que la mise en scène proposée par Vincent Macaigne est une mise en scène qui va essayer d'estomper les frontières, de dégager même les frontières avec une certaine violence, de manière à ce que le texte de Shakespeare sorte complètement de la version académique, d'une version académique, pour proposer un personnage qui va faire jaillir toute sa colère, de manière à emporter aussi l'adhésion et la colère du spectateur. Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre, donc vous imaginez bien que ce titre est très révélateur des intentions du metteur en scène Vincent Macaigne. En effet, quel est ce cadavre dont on parle? Qui est ce jeu qui laisse ce cadavre sur scène? Est-ce que c'est d'ailleurs le texte de Shakespeare qui est donc pulvérisé, pour reprendre le terme de Macaigne? Est-ce que c'est juste le spectacle en tant que tel qui s'impose comme un cadavre du théâtre passé et qui ferait donc de la pièce de Macaigne un théâtre avant-gardiste, un théâtre moderne? Ou alors est-ce juste une volonté d'évoquer le crime afférent à l'histoire même d'Hamlet? Je vous laisse le soin évidemment de réfléchir à ce titre pour pouvoir enrichir votre propre perception de la mise en scène. Ainsi, pour ce spectacle qui s'impose selon les propres termes de Vincent Macaigne comme un pamphlet sur l'art et la culture, il faut bien évidemment une scénographie pertinente, une scénographie adéquate qui permette le jaillissement de cette colère du personnage, le jaillissement de la force du pamphlet. Alors, à celui qui avait en 2009 monté un spectacle à l'AFC de Grenoble intitulé « On aurait voulu pouvoir salir le sol », eh bien c'est chose faite avec la scénographie proposée par Benjamin Autin et Julien Pessel, puisque pour ce spectacle de Macaigne, nous avons une scénographie postmoderne dans laquelle vont évoluer des personnages dans un décor qui va être construit sur la déconstruction justement, la déconstruction, le déplacement et l'accumulation disparate de différents objets, de différents décors. Ainsi, pour cette scénographie, une scène foisonnante, un espace concret, du corps, de la chair, un champ de bataille, somme toute, sur lequel vont se côtoyer des éléments, des objets très disparates, très hétéroclites, du mégaphone au lustre en cristal, du berceau au distributeur de boissons, d'une télé à des billets de banque, en passant par des paillettes, des guirlandes, un ballon en forme de tête de Mickey, une corde pendue, un château gonflable. Donc, vous voyez tous ces éléments-là qui vont permettre aussi à Vincent Macaigne de confronter le texte de Shakespeare au contemporain. C'est-à-dire que chaque objet va incarner aussi cette actualisation contemporaine et moderne de la pièce comme une sorte de provocation aussi face à tout cet académisme, à tout ce théâtre qui s'était longtemps sclérosé. Alors, ce qu'on peut aussi peut-être ajouter par rapport à cette scénographie, c'est la présence de la mort qui est omniprésente sur l'ensemble de la scène, avec notamment la présence de cadavres, d'animaux empaillés. Je rappelle que si le spectre disparaît en tant qu'entité impalpable, il est remplacé par un furet empaillé, à tel point qu'un comédien dira même à un des personnages mais tu es con, c'est un furet empaillé. Donc on voit ici qu'il y a tout un jeu, une provocation, une mise en abîme aussi, au sein même de la scénographie, qui va permettre de créer cette explosion d'effets pour le spectateur. Alors sous des lumières très différentes, de la semi-obscurité à la pleine lumière, nous aurons un décor qui va progressivement se souiller de boue, de sang, de destruction. C'est-à-dire qu'on va assister à un véritable carnage, un véritable saccage de cette scène, et carnage étant d'ailleurs le mot le plus approprié, c'est cette chair qui va exploser un peu partout dans cet univers de Macaigne, bien plus proche d'ailleurs de la colère peut-être inhérente au personnage d'Hamlet. Alors, maintenant, après avoir vu peut-être cet aspect visuel que je vous laisse aussi découvrir le jour du spectacle, il s'agit de traiter aussi le côté sonore, l'aspect sonore de la scénographie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des boules qui sont données même à l'entrée de la représentation, parce que la mise en scène proposée par Vincent Macaigne est une mise en scène extrêmement sonore, qui va se construire sur la profération de cris des différents comédiens qui s'égosillent en permanence, du début à la fin, de manière justement à clamer cette colère permanente dans un espace qui va donc trembler sous le poids du son. Alors, cet aspect sonore est aussi intéressant parce qu'il va jouer aussi sur des musiques que vous connaissez, pour la plupart en tout cas, avec des bandes-son donc contemporaines. On va passer notamment des chansons et musiques très diverses de Arcade Fire à Bob Dylan, de Nirvana à Guns N' Roses,
en passant par John Lennon, encore Léo Ferré et Elvis Presley. Alors vous voyez bien qu'encore une fois, comme pour les objets, on va essayer de confronter le texte initial à du contemporain, à de la musique contemporaine, qui va toujours, encore une fois, amplifier cette force, cette colère qu'il faut mettre en œuvre sur le plateau. Ainsi du visuel, du sonore, mais aussi un jeu des comédiens qui va permettre d'exalter encore une fois toute cette force de la scénographie, puisqu'on va effectivement avoir des scènes de meurtre, des cris, du viol, donc tous des éléments qui vont permettre à la scénographie de vivre et de jaillir dans la face même des spectateurs. Parce qu'il faut savoir aussi que cette mise en scène de Vincent Macaigne est participative, c'est-à-dire que les comédiens vont interagir avec les spectateurs et parfois demander aux spectateurs d'agir sur scène. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un spectacle total dans lequel on va pouvoir justement essayer de revenir à un théâtre d'intervention comme on a pu voir dans les années 60 et sur lequel je reviendrai éventuellement après pour les pistes pédagogiques. Alors pour cette mise en scène, bien évidemment, une distribution de qualité avec des comédiens qui vont donc s'imposer notamment par la voix et par le corps, et bien évidemment. Nous avons d'une part Samuel Achage dans le rôle de Hamlet, vous avez peut-être pu le voir dans le film Le Hérisson, mais aussi dans de nombreux courts-métrages. Vous avez aussi Laure Calamy, donc, qui elle a déjà travaillé avec Macaigne sur des films notamment. Vous aurez Jean-Charles Cliché, Julie Legage, Emmanuel Matt, Rodolphe Poulain, Pascal Renéric ou encore Sylvain Sougnier. Alors, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que cette distribution, ces comédiens vont être à l'épreuve pendant tout le spectacle, pendant 3h30 de spectacle, puisque soumis aux cris, soumis à la violence des corps, soumis à la violence aussi de la scénographie, qui va être en permanence sur eux pour faire jaillir la colère dans son ensemble. Alors, cette strate de performance va évidemment être exploitable aussi avec vos élèves, et j'en viens d'ailleurs aux pistes pédagogiques que vous pourrez exploiter pour ce spectacle de Vincent Macaigne. Alors, première chose, si vous n'avez pas le temps de travailler l'œuvre complète de Shakespeare avec vos élèves, peut-être pouvez-vous voir les deux textes très connus de l'œuvre, deux textes qu'on étudie assez régulièrement, à savoir bien évidemment l'acte 3, scène 1, c'est-à-dire le monologue d'Hamlet dans lequel on a la fameuse phrase « être ou ne pas être ». Alors tout ça pour voir peut-être aussi que dans ce monologue, on a toute une réflexion philosophique évidemment, mais en même temps aussi tout le personnage qui se livre au spectateur. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de chose à faire par rapport à cette scène. Et ensuite, pourquoi pas l'acte 5, scène 1, scène aussi donc très connue, c'est la scène du cimetière dans laquelle vous avez Hamlet qui se lance dans une longue méditation aussi philosophique avec le crâne de Yorick dans la main. Donc là, à la limite, vous pouvez aussi proposer aux élèves un travail sur ce texte-là de manière à essayer de voir comment est-ce qu'un metteur en scène peut mettre en espace cet extrait. Deuxième chose vraiment intéressante par rapport au texte de Shakespeare, pour commencer sur ces pistes pédagogiques, c'est peut-être aussi d'étudier la mise en abîme dans l'œuvre de Shakespeare, en effet, et qui sera reprise d'ailleurs par Macaigne. Alors en effet, quand on lit la pièce de Shakespeare, on se rend compte que les répliques, notamment d'Hamlet, sont des répliques qui interrogent le théâtre et la pratique théâtrale en tant que telle. Déjà, l'expression bien connue « être ou ne pas être » et déjà réfléchir d'un point de vue du comédien. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'être acteur, ne pas être. Enfin voilà, je pense que là, la matière, vous l'avez déjà pour travailler ça avec vos élèves. Et vous avez aussi d'autres passages dans lesquels, par exemple, vous avez donc Hamlet qui met en scène, qui fait venir un spectacle devant Claudius, le spectacle du crime de son père. Donc cette mise en abîme est aussi tout à fait intéressante. Ensuite, comme Hamlet simule la folie dans la pièce, on essaie aussi de travailler sur cette idée-là, cette nouvelle mise en abîme, puisque Hamlet devient un comédien qui joue, encore une fois, un rôle, celui de la folie. Donc vous voyez que c'est une pièce extrêmement riche à exploiter avec vos élèves, que vous l'étudiez en œuvre intégrale ou pas. Alors toujours pour rester sur l'univers textuel d'Hamlet, vous pouvez éventuellement aussi procéder par comparaison de textes afférents à ce mythe d'Hamlet. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir du texte de Saxo Grammaticus, le mettre en parallèle avec le texte de Shakespeare bien évidemment, de Belforêt éventuellement, et pourquoi pas de textes beaucoup plus récents, avec celui notamment de Jules Laforgue, que vous trouvez facilement même sur le net, le texte de Jules Laforgue, Hamlet ou la piété. Les suites de la piété filiale, pardon. C'est un texte dans lequel Laforgue va utiliser le mythe d'Hamlet sous forme d'une narration, une narration très dialoguée toutefois, avec une volonté de critiquer la jeunesse fin de siècle, une jeunesse qui est un peu bas de plafond, une jeunesse qui est très mélancolique, et c'est comme cela que Laforgue envisage le mythe d'Hamlet. D'autre part, pour être plus proche du théâtre cette fois, vous avez aussi Heiner Müller qui a proposé un Hamlet Machine. Hamlet Machine, c'est un texte de 9 pages, donc pas très long, très dense toutefois, dans lequel il va aussi réexploiter et réactualiser complètement, par effet de collage aussi, le mythe d'Hamlet, tout en interrogeant bien évidemment la signification du mythe et en donnant une dimension politique à son texte pour évoquer la Révolution.
Et autre précision sur Heiner Müller et sur son texte, c'est qu'il va proposer donc 9 pages, mais c'est une succession de monologues pour la majorité du texte, dans lesquels il va mêler même l'anglais, l'allemand, la parole, le mime, donc tous des éléments qui, encore une fois, témoignent une volonté de retravailler la matière shakespearienne pour l'offrir à un public beaucoup plus contemporain et adapté à une conception personnelle de l'art face au monde, en fait, tout simplement. Alors voilà, passons cette partie concernant l'aspect textuel uniquement, et voyons maintenant tout ce qui peut être utile d'un point de vue de la mise en scène de l'histoire du théâtre. Alors première chose peut-être qui peut être intéressante avec vos élèves, c'est revenir sur le théâtre d'intervention des années 60. En effet, quand on assiste au spectacle de Vincent Macaigne, on se rend compte que tout son univers est concentré dans une volonté de faire jaillir la colère d'Hamlet, évidemment, mais en même temps aussi une conception de l'art, une conception particulière de l'art. Alors justement, lorsqu'il intervient avec le public, lorsqu'il demande au public d'agir, même sur scène, lorsque les comédiens s'adressent au metteur en scène qui est dans le public, etc., on est vraiment très proche de ce théâtre donc, des années 60 d'intervention, avec le Bread and Puppet Theater par exemple. Donc un théâtre qui cherche à sortir du champ clos du théâtre, sortir du répertoire classique, de manière à ouvrir de nouvelles voies à la pratique théâtrale. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant pour vos élèves de voir que le théâtre a évolué aussi avec des conceptions très très différentes, qui sont allées dans la provocation permanente, puisqu'effectivement, si le théâtre de Macaigne peut paraître dérangeant, ce n'est pas nouveau en soi. C'est-à-dire que le théâtre dérangeant, le théâtre provocateur, est né dans les années 60 avec les différentes révolutions, mai 68, etc., et du coup, ils peuvent voir qu'à un moment donné, l'art peut retranscrire à sa façon les différentes problématiques politiques et sociales qui peuvent jaillir dans les différentes sociétés. Alors il ne faut pas oublier que les objectifs premiers de ce théâtre d'intervention des années 60 notamment sont la volonté d'aiguiser la conscience critique du spectateur, le pousser à l'agir, le pousser à l'action bien évidemment, en lui délivrant notamment des informations. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque aussi cela? C'est parce que lorsqu'on voit le spectacle de Macaigne, on peut s'interroger sur l'efficacité même du théâtre qui est ici remise en cause. En effet, vous savez très bien qu'en dissertation, parfois, on peut interroger les élèves sur l'impact que peut avoir le théâtre sur les consciences notamment. Et lorsqu'on voit les choix de Vincent Macaigne, on peut remettre en cause l'idée de catharsis. C'est-à-dire que quand on voit au XVIIe siècle l'importance de la catharsis, c'est-à-dire purgation des passions par la pitié et par la crainte, progressivement, on doit trouver une autre façon d'agir sur le spectateur, puisque plus rien ne fonctionne en soi. Et donc, il s'agit d'agir directement sur lui. Et c'est peut-être là qu'il faut voir avec vos élèves la légitimité de cette action directe sur le spectateur, sur cette violence à laquelle le public n'est pas censé adhérer de manière volontaire. Et donc, voir un peu ce théâtre de Macaigne comme un théâtre qui contraint le spectateur à agir, qui contraint le spectateur à adhérer. Et du coup, là, il y a toute une réflexion à porter, à mon avis, de ce point de vue-là, puisque la capacité même du théâtre à toucher est remise en cause par l'action directe même. Au-delà de cela, de ce théâtre qui doit toucher le spectateur, on peut aussi s'interroger sur donc, la capacité des metteurs en scène à réactualiser les œuvres classiques, bien évidemment. Donc là, on a déjà eu l'expérience avec différents spectacles, sachant notamment que les spectacles contemporains qui vont puiser dans les ressources classiques vont toujours essayer d'apporter leur propre patte en utilisant une scénographie particulière. Ici, vous avez vu tout à l'heure qu'elle était extrêmement riche, avec une liste d'accessoires extrêmement grande, même si celle que je vous ai proposée n'était pas exhaustive, mais à la limite, essayez de voir avec vos élèves quel est l'impact de tel ou tel objet, quel est aussi l'impact des cris, de la profération, pourquoi est-ce que le metteur en scène a choisi justement cette profération constante qui peut être assourdissante, qui peut même à la limite accabler et être pénible pour le spectateur. Enfin, somme toute, interroger la réception même du spectacle par les élèves. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir devant le spectacle, qu'est-ce qu'ils ont retenu, du spectacle en tant que tel. C'est comme un spectacle de 3h30, je le rappelle. Donc, peut-être est-il judicieux de voir avec eux justement quels sont les moments qu'ils ont privilégiés, quels sont les moments où ils ont relâché l'attention peut-être aussi. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'esprit critique, la conscience critique du théâtre va se développer chez chacun d'entre eux. Alors sachez par ailleurs que si vous voulez approfondir ces pistes pédagogiques, vous pouvez très bien aller puiser dans le dossier extrêmement complet qui a été proposé par le SCRN, CRDP, donc pièce démontée, sur le spectacle de Macaigne, un dossier monté par Caroline Vaux, professeure elle-même. Alors dans ce dossier, vous allez pouvoir décrypter la pièce dans son ensemble à travers divers exercices, diverses propositions qui vous permettront d'appréhender le spectacle avant et après la représentation.
Alors d'autre part, si vous voulez aussi travailler sur cette mise en scène, je vous invite aussi à écouter par exemple les émissions France Culture que vous pouvez retrouver en podcast sans problème sur le site de France Culture, notamment La Grande Table, où vous allez pouvoir avoir une réflexion critique sur la mise en scène, la représentation du spectacle autour de la thématique théâtre du corps, théâtre de texte. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir étudier la confrontation justement entre ce théâtre de corps que propose Macaigne et le théâtre du texte, qui disparaît d'ailleurs parfois un petit peu dans le spectacle par justement cette profération, ces cris toujours au plus haut. Et bien voilà, ça en est terminé de cette minute pédagogique consacrée au spectacle présenté par Vincent Macaigne, à savoir Au moins j'aurai le Saint-Beau cadavre, qui vous sera présenté au Phénix les 14 et 15 février à 19 h, puisque le spectacle dure 3h30, entr'actes comprises. Si vous désirez plus de renseignements concernant cette minute pédagogique, vous pouvez m'envoyer un mail sur turquet@lephénix.fr. Alors je vous remercie d'avoir visionné ce numéro de la minute pédagogique, ce premier numéro de l'année 2012, et à cette occasion, je vous souhaite une excellente année. Et comme d'habitude, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.